Actuellement, les enquêtes suivent leur cours au sujet de ce qui s'est passé la nuit du 18 juillet à Nkassène, où Bout, un chauffeur de taxi âgé de 33 ans, a été arrêté par les éléments de la FIP, a été victime de tortures ayant entraîné jusqu'à sa mort. De sortes d'enquêtes auront lieu, celle qui sera effectuée auprès de tous les éléments de la FIP qui ont à voir avec l'affaire et une enquête de voisinage selon les responsables auprès de la police nationale. En effet, selon les explications émanant de la police nationale, il s'agirait d'un attentat quand Bout a voulu tirer par l'utilisation d'une arbalète le cortège présidentiel qui allait passer. C'est ce qui a fait l'objet de son arrestation. La direction chargée de la sécurité de la présidence a souligné sa position par rapport à cette affaire. Un communiqué officiel a été émis par le colonel Ravelmiar Julien disant que la direction dont il est le responsable n'était pas au courant de cet incident. D'autant plus qu'au moment de l'incident, le cortège présidentiel n'était pas encore passé. À cet effet, la DSP décline toute responsabilité quant à l'arrestation et aux actes que la victime a subis et qui a entraîné sa mort. Les enquêtes ont déjà été entamées et se poursuivent actuellement. Si les résultats prouvent qu'il s'agit effectivement d'une bavure policière, des sanctions y afférentes seront prises. Selon la Kunjatsima Desiree Johnson, directeur général de la police nationale, les attributions de la police nationale restaient dans le domaine du balisage. Le 18 juillet, un rapport des faits a été dressé avant le passage du convoi présidentiel. Pourtant, un imprévu s'est immiscé dans le dispositif prévu. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est également prononcé sur ce fait ce jour en soulignant que des sanctions seront prises conformément aux résultats d'enquête. La session extraordinaire des parlements de la transition a débuté ce jour à Timazas et à Neuskil. Une session qui examinera pendant les 12 prochains jours les projets de loi relatifs aux élections communales et régionales ainsi que la poursuite de l'examen de ceux qui sont relatifs à la législation électorale et qui n'ont pas pu être débattus lors des sessions ordinaires. Les projets de loi sur le statut des partis politiques, celui régissant l'opposition ainsi que l'adoption de la loi d'amnistie restent alors en suspens, souligne la question du président du Congrès de la transition. Selon le décret sorti par le gouvernement, nous n'avons pas encore reçu les textes de loi en la matière, mais nous savons que ce sont les lois relatives à l'élection au niveau communal et régional. Ce sont ces textes-là qu'on va étudier pendant cette session extraordinaire. Lors de son allocution, le président de la Chambre basse a soulevé divers points qui ont marqué l'intercession parlementaire, tel a été le cas de l'immunité parlementaire et le braquage des salaires des membres du Congrès. Je tiens à préciser que nous respectons la décision de la HCC, mais nous ne comprenons pas dans quelle mesure nous ne pouvons pas avoir les mêmes droits et obligations, et surtout droits que les députés élus, dans la mesure où les textes votés par les membres du Congrès de transition, des gens nommés, et les textes votés par les députés qui sont élus sont d'égale valeur. Sur le plan politique, Rarnev Anjenatanj a pointé du doigt les attitudes des médiateurs étrangers. Nous leur avons donné trop de pouvoir, réagit ce politicien issu de partis politiques TIC Madagascar, alors que nous sommes capables de gérer nous-mêmes nos problèmes. Cette crise qui perdure finit par décourager la population malgache, continue-t-il, avant d'ajouter qu'il appartient aux autorités d'établir les bases solides de la valeur républicaine et d'instaurer parallèlement une vision commune sur tout le territoire. Implantée à Madagascar depuis 1952, Cotona est une des sociétés qui associe encore l'État avec 44% de part de marché. Avec la fabrication des vêtements et la production des tissus, ce sont environ 25 000 emplois directs et indirects qui dépendent de leur activité selon les explications du président directeur général du Sokota en la personne de Salim Ismail. Au début, Cotona a été créé pour fabriquer des tissus destinés au marché local malgache, mais avec la création de Cotton Line, elle deviendra un spécialiste de produits à forte valeur ajoutée destinés au marché de la mode. Malgré la crise politique qui a débuté en 2009 et qui perdure encore, la Cotona est une des sociétés qui a réussi
a doublé sa capacité de confection à 50% avec un recrutement de 1000 employés en seulement 6 mois. C'est justement pour justifier que le secteur du textile est celui qui peut créer des emplois à court terme et que dans cette optique, il est important que le secteur soit protégé et que les investisseurs soient rassurés. Pour l'instant, la société Cotona a ouvert ses portes au marché de la SADC dans l'Afrique du Sud. Quand on a vu les événements de 2009, début 2009 arriver, nous avons tout de suite eu peur des conséquences que pourraient avoir ces événements sur le maintien de l'AGOA. Parce que, connaissant bien l'AGOA, et le marché américain représentait un tiers de notre capacité à l'époque, nous savions quels étaient les critères de renouvellement de l'éligibilité de Madagascar, et nous savions que le problème qui était posé à cette époque-là, et en particulier le problème de l'ordre constitutionnel, en tout cas, risquait de nous exclure de l'AGOA, ce qui est arrivé. Donc, sans attendre, comment dirais-je, qu'on soit exclu, ce qui est arrivé fin 2009, les équipes de marketing de la maison ont commencé à rechercher de nouveaux marchés. On était très fortement implanté en Europe, mais on avait déjà commencé à vendre en Afrique du Sud. Et comme l'Afrique du Sud, comment dirais-je, était en forte croissance, la stratégie qui a été mise en œuvre, c'était de mettre tous nos efforts sur le développement du marché sud-africain. Et les résultats que nous avons obtenus sont tels que la totalité de la capacité qui était vendue aux États-Unis, ils ont réussi à la vendre sur le marché de l'Afrique du Sud. Donc là, je voudrais dire quelque chose sur lequel j'aimerais que vous insistiez en tant que journaliste. La SADC, c'est capital pour Madagascar. C'est capital pour son industrie textile et c'est capital pour tous les secteurs de l'économie parce que, comme c'est un marché qui est à nos portes et que c'est un marché qui a un fort pouvoir d'achat, il est générateur d'échanges économiques et il est générateur, évidemment, de création d'emplois. 4 500 000 pièces sont confectionnées ici à Cotton Lane quotidiennement, 10 millions de mètres carrés de tissu par an. Voilà le dur labeur de quelques 3000 personnes qui ne se plaignent ni des conditions de travail, ni des horaires de travail. Il est fort possible de bien traiter les employés dans les entreprises franches. Ici, tout est organisé. Nos employés ont un repos hebdomadaire, au moins un jour de repos hebdomadaire. S'ils travaillent plus de 12 heures, on leur donne des jours de repos, c'est-à-dire qu'on a parfois des équipes qui travaillent 12 heures par jour, mais 2 jours de 12 heures et après se reposent pendant 2 jours et on fait une rotation avec une deuxième équipe. Donc je crois qu'aujourd'hui ici, aussi également, si les équipes sont longues, au lieu de fournir un repas, on fournit 2 repas. Donc notre personnel reçoit est nourri. On a une cantine. Là, elle est fermée parce que c'est pas l'heure des repas, mais on s'occupe de fournir un repas à chacun de nos employés. On a aussi un service médical. Aujourd'hui, on a un centre médical que nous allons visiter demain, je pense avec vous également, où tous nos employés et leurs familles peuvent venir se faire soigner gratuitement. Et c'est un centre qui est ouvert à tous les membres de notre personnel. 155 employés ont été décorés hier dimanche à Ntirabe, ce qui porte à 8000 environ le nombre de décorations remises depuis 1952. Le président directeur général a été promu commandeur de l'ordre national. La cérémonie a été célébrée avec la présence des membres du gouvernement ainsi que les responsables au niveau de la région de Vakna Karach et ceux de la ville d'Ntirabe. La plupart des candidats au BEPC ont tous eu le même blocage ce jour lors des épreuves de Malagasy. En effet, ils ont tous eu un souci au niveau de la partie rédactionnelle où il fallait soutenir le texte par des arguments personnels. Certains d'entre eux ont souligné qu'une partie du sujet n'a pas encore été entamée durant leur programme scolaire. Mais malgré cela, les épreuves de Malagasy et des sciences de la vie et de la terre s'étaient déroulées sans incident pour la plupart des centres d'examen de la capitale. Pour le cas du lycée moderne d'Ampeflou,
Cette première journée s'est déroulée dans le calme total. 3162 ont concouru. Ce centre a vu la présence de 2 éléments des forces de l'ordre, 146 surveillants. Les épreuves ont commencé à 8 h exactes, rappelant qu'une hausse de 10% a été remarquée quant à l'effectif des candidats cette année. Les candidats d'Antananarive sont au nombre de 87 194, 246 103 candidats dans toute l'île sont répartis dans 785 centres. 15 000 correcteurs sont prévus pour ce BEPC 2011. A été retrouvé dans son domicile londonien, son corps sans vie. C'est la police apparemment qui a fait la découverte. Amy Winehouse était âgée de 27 ans, elle a connu un bref mais succès mondial, même si elle était aussi connue pour ses excès, notamment en matière d'alcool et de drogue. Écoutez ce qu'en dit Olivier Cachin, il est journaliste et critique musical. Par ses excès, mais n'oublions pas que Back to Black est quand même un des grands albums de la décennie passée, un album sorti en 2006 qui a révolutionné le monde du R&B, qui a redonné un petit peu de son, de son vivant, qui est une voix très rauque, une voix très noire, et quelqu'un qui meurt à 27 ans, on ne peut que penser aux années 70, quand tous les héros, Janis Joplin, Jim Morrison ou Jimi Hendrix mouraient à 27 ans. C'est une façon assez sinistre d'entrer dans la légende, mais c'est quelqu'un, je crois, qui ne jouait pas aussi, parce que on a beaucoup dit les excès, mais c'est une époque où les excès sont souvent une façon d'être dans les médias. Je crois que sa mort tragique montre que, hélas, c'était quelqu'un qui ne jouait pas, qui donnait tout ce qu'elle avait dans son art, mais aussi, hélas, dans sa vie, une vie, comme vous l'avez dit, qui était très tourmentée, très complexe, et avec des hauts et des bas qui l'ont emmené, malheureusement, jusqu'au bout du tunnel. Vous pensez qu'on peut déjà parler de légende concernant cette jeune femme ? Oui, je pense qu'on peut parler de légende parce que Amy Winehouse, encore une fois, même si elle n'a fait que 2 albums, Frank et Back to Black, c'est un album qui a une importance vraiment énorme dans la musique parce que, comme je vous le disais, ce R&B, cette musique soul dont on disait qu'elle était maintenant complètement polie, complètement domestiquée, elle lui redonnait un peu de son danger et sa personnalité, elle est très bien avec sa musique, justement une musique qui était très sombre. C'est très rare qu'une artiste blanche aille aussi loin dans l'expression justement de l'âme, de ce qu'on appelle la soul music, et Back to Black, je pense que c'est un album qui restera pendant très longtemps, même si ça sera, hélas, on le sait maintenant, son dernier, puisque le 3e album qu'on attendait depuis des mois, voire des années, ne sortira jamais. « 15h26 en Norvège, un véhicule piégé explose en plein centre d'Oslo. 1h30 plus tard, le suspect Anders Breivik arrive sur l'île d'Utøya, à 45 km au nord-ouest de la capitale. Habillé en policier, il traverse sans encombre. Les personnes présentes sur le ferry se souviennent encore de lui. Il se tenait là, le dos droit. Il avait l'air de ne pas vouloir trop parler. C'était la personne à bord la moins enthousiaste. Sur l'île, 600 jeunes sont réunis pour l'université d'été du Parti travailliste. À peine arrivé, le tueur ouvre le feu. Plus de 80 personnes périssent sous ses balles. La police du district est prévenue à 17h26. La première patrouille arrive dans la région 25 minutes plus tard. Mais une embarcation défectueuse les empêche de gagner l'île. Notre unité de contre-terrorisme est arrivée sur l'île à 18h25 et le suspect a été arrêté à 18h27. 1 heure s'est donc passée entre l'alerte et l'arrestation. Anders Breivik a reconnu être l'auteur du carnage. Il doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal d'Oslo.